Alors là, voilà, là ça fleurit. Là, du coup, il va falloir courir vite pour aller porter le micro partout. Ah, le micro arrive. La même loi qui nous supprime ce concept contre lequel on se bat tous depuis longtemps de nuisible modifie un article fondamental du Code de l'environnement qui est l'article L110.1. Cet article L110.1, c'est l'article d'ouverture du Code de l'environnement. Il a une force symbolique, certes proclamatoire, mais symbolique très très forte depuis 1995. Et c'est l'article dans lequel sont définis non seulement les principes généraux du droit de l'environnement, mais également le contenu intrinsèque de la notion de patrimoine commun et de ce à quoi s'applique l'ensemble des principes. Et cet article L110.1 a été modifié sur plusieurs aspects, mais sur un qui me choque plus que profondément, qui remplace les termes espèces animales et végétales par les termes les êtres vivants. Alors autant il était permis de se questionner auparavant, quand on est spécialiste du droit de l'environnement, sur le fait de savoir si les espèces animales incluent l'homme, l'incluent pas. Bon, c'est une question plus que de philosophie, de croyance ou de ce qu'on veut. Mais les êtres vivants, pardonnez-moi, ça me semble viser tout à fait directement les êtres humains. J'ai lu les débats parlementaires, je n'ai pas assisté aux débats évidemment, je les ai lus et c'était très clairement la volonté du législateur que d'incorporer l'homme pour assurer ce rapprochement entre la nature et les êtres vivants. Peu importe, sauf que, comme cet article est proclamatoire, qu'il introduit les principes généraux du droit de l'environnement, il est applicable à la totalité du droit de l'environnement, et même bien au-delà, puisque le Code de l'urbanisme fait référence à ces principes généraux, que d'autres codes aussi, mais le Code de l'urbanisme en particulier, et qui se réfère à ces principes généraux. Ce qui veut dire que si le droit de l'environnement a été créé au départ, c'était précisément pour s'occuper d'autre chose que de ce dont tout le reste du droit s'occupe. Le code de la route, il n'est pas pour régir la faune et la flore. Un peu, si. Le code de l'environnement, il a été vraiment créé pour s'occuper de ce qui n'était pas l'homme. Et maintenant, voilà que l'être humain est replacé au cœur de la problématique environnementale. Il n'en a jamais été exclu, on est bien d'accord. Puisque vouloir protéger l'environnement, c'est aussi protéger contre les méfaits. Je pense qu'on a compris votre c'est le premier point qui est quand même très étonnant parce qu'on est vraiment... Alors, on est dans une réanthropose... J'arrive pas à trouver le mot. Anthropisation du droit de l'environnement complet. Alors, la réponse de Geneviève Gaillard sur ce point. Elle va être relativement brève. Ah, pardon. Elle va être relativement brève parce que... évidemment, l'homme fait partie de la nature et on doit aussi le considérer comme un être vivant, mais ce n'est pas lui qui est dans le Code de l'environnement au cœur de nos débats. Et je vous signale que, alors, il y a eu effectivement beaucoup de débats sur le sujet. Vous savez comment se fait une loi aussi, il faut trouver des compromis. Et que trouver des compromis, ça se fait sur un article, sur un autre article, etc. etc. Et donc, il a été retenu tout cela pour pouvoir avancer aussi dans un certain nombre d'autres domaines. Non, pardon, on va pas poursuivre sur ce point-là. Non, mais littéralement, ça veut dire qu'il est interdit de détruire les êtres humains. Madame, ce point nous éloigne de la question des nuisibles. Alors, si vous avez une question aux nuisibles, ciblée, là, c'est vrai qu'on a une députée sous la main qui a contribué à la rédaction de la loi. C'est vrai que c'est tentant, mais c'est pas le sujet. Alors, allons-y. Vous n'avez pas compris ma question, c'est pas très grave. Pardonnez-moi. La deuxième question, c'est comment aller jusqu'au bout de votre démarche en ce qui concerne la suppression du mot nuisible et son remplacement par une autre locution, dès lors que le ministère de l'Environnement, qui a parlé ce matin, qui s'est exprimé, ne nous a pas vraiment donné l'impression de vouloir effacer ce terme de son vocabulaire, ni mettre en œuvre les dispositions réglementaires qui sont indispensables. Parce que je pense que vous n'avez pas voulu vous arrêter au symbole de la suppression du mot nuisible, mais également à la suppression du régime qui l'accompagne. Et là, ce qui nous a été dit ce matin, c'est qu'on nous a expliqué comment il fallait détruire les nuisibles. C'est tout ce qu'on nous a expliqué.
On ne nous a absolument pas dit qu'on allait s'y prendre comme si, progressivement ou pas, pour effectivement donner suite à la volonté du législateur. Geneviève Gaillard, votre réponse. Elle va être aussi extrêmement brève. Quand les députés font des lois, ils essayent aussi de voir comment avancent les décrets d'application, etc., et la réglementation. Donc il y a des choses qui relèvent effectivement de la réglementation et d'autres qui relèvent de décrets. On n'est pas toujours les maîtres de tout cela. Nous, notre capacité, elle est de faire la pression auprès des ministres concernés. Et dans cette loi biodiversité, on a fait la pression jusqu'au moins le mois de décembre sur des articles qui n'étaient pas ceux-ci. Parce qu'on se rendait compte de la nécessité d'avancer au regard du contexte dans lequel on est. Et il n'était pas question de laisser passer un certain nombre de décrets au-delà du mois de décembre. Donc voilà, mais vous savez, sur les sols, on peut avoir aussi beaucoup de choses à faire. Sur les paysages nocturnes et diurnes, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Et à mon avis, le ministère de l'Environnement, alors bon, on va espérer qu'on aura des gens sensibles à l'écologie dans peu de temps quand même, mais sinon ça va certainement rentrer aux oubliettes. Et c'est bien pour ça qu'on a voulu faire la pression sur des choses qui nous paraissaient en hiérarchie plus importantes que d'autres. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, mais voilà. Merci Madame Gaillard. Monsieur. Oui, j'ai entendu M. Chevron dire que les Roger Cans, journaliste, enfin, oui, pour l'enregistrement, a dit que les perdrix grises étaient bouffées par le renard. Moi, si je sais que dans la campagne où je suis, dans la Sarthe, s'il n'y a plus de perdrix, plus d'alouettes, c'est pas du tout le renard, c'est le maïs. Et le maïs, comme le maïs en Alsace pour le grand hamster, c'est le maïs qui est la plante invasive. C'est pas la chasse ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Alors, vous êtes agriculteur, je suis désolé, mais ce que je vois, moi, c'est l'Alsace qui est devenue une plaine à maïs, et que chez moi, dans la Sarthe, tout ce qui n'est pas pain maritime et qui est cultivé, il y a énormément de maïs. Et évidemment, il n'y a plus de perdrix. Il y a encore quelques faisans parce qu'on en lâche, mais l'alouette et la perdrix, c'est le maïs. Benoît Chevron. Ça, c'est l'agriculteur qui répond. Oui, l'agriculteur est d'origine sartoise, donc je peux répondre. Moi, là, je partage votre avis. Quand on parle de la perdrix grise, on parle des zones où il y avait encore de la perdrix grise. Après, il y a des zones en France où il n'y a plus de perdrix grise parce qu'il y a eu une modification agricole. Je l'ai dit tout à l'heure, sur le sujet agricole, il y a des vraies modifications à faire, il y a des vrais sujets. Quand au niveau de la FNC, on avait fait un livre blanc, vous parlez de l'Alsace, on avait dit que la monoculture était très mauvaise pour la biodiversité. Donc dans certaines régions, je dirais, on a des temps de réponse qui sont assez courtes, mais là où il y a de la perdrix, sur l'étude Pégase qui a été faite dans 20 départements, c'est clair que c'était ça. Après, il y a des zones où il n'y avait plus de perdrix, exactement, parce qu'il y a eu une évolution de l'agriculture. Et où il n'y a eu que du maïs, et surtout que du maïs en silage, c'est clair que ça a été catastrophique pour la faune. Ça, là-dessus, on est d'accord. Oui, mais dans les zones où il y a de la perdrix, c'était le renard. C'est l'étude Pégase. C'est une étude qui a été faite avec l'ONCFS. Merci. Monsieur, pardon, alors, monsieur là au fond, et puis vous ensuite. Pardonnez-moi. Oui. On ne vous entend toujours pas. Bon, à moi alors. Toujours pas. Écoutez, voyez si votre micro marche pendant qu'on règle. Oui, je crois qu'il marche. Oui, allez-y. J'y vais alors. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Allez-y. Intermédiaire SNPN. Oui. Je voudrais simplement faire deux petites remarques. La première pour dire que en 1991, France Nature Environnement avait mis une position sur la question dont nous débattons aujourd'hui, des nuisibles, qui est paru d'ailleurs dans le courrier de la lettre de l'INRA ou le courrier de l'INRA, et puis également dans un numéro spécial de la lettre du Hérisson, l'organe de FNE, et dans lequel donc déjà en 1991 le terme nuisible était banni et remplacé par le terme espèce ou animal, je ne sais plus, animaux susceptibles de causer
des dommages. Ce n'était pas tout à fait la loi sur la biodiversité, mais on n'était pas loin. Et je précise aussi que dans ce même document, eh bien, était posé déjà le principe de non-régression, que l'on n'avait pas appelé principe de non-régression, mais principe de non-recul dans le domaine de la biodiversité. Bref, vous êtes en train de demander des droits d'auteur à Mme Gaillard. Voilà. D'accord. Et puis la deuxième remarque plus juridique, c'est qu'il n'est pas d'espèces intégralement protégées, même pas l'homme, puisque le préfet, par exemple, a le pouvoir de faire interner un aliéné qui menace les passants sur la voie publique, par exemple. Donc, évidemment, on aura toujours des mesures de régulation à prendre, même à l'égard de l'homme, lorsqu'il menace la sécurité publique. Merci pour cette contribution. Je ne sais pas si ça appelle une réponse. Alors, est-ce que du coup, votre micro fonctionne, monsieur ? Oui, ça marche. Monsieur Lefebvre, piégeur, donc je voudrais revenir sur ce qu'a dit Madame la députée, là, sur son histoire de fouine. Plutôt que d'aller voir le préfet puis de lui demander des explications et de réduire la liste des nuisibles, il aurait fallu faire une étude sur la fouine avec votre enveloppe parlementaire. Ça aurait été intéressant d'avoir une étude sur la fouine dans les Deux-Sèvres. Si j'ai bien entendu, Première c'est chose, le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'étude, c'est ce que vous avez dit. justement, les députés ont une enveloppe parlementaire, ils ont de l'argent qui peuvent affecter au niveau du département, et donc ça aurait été judicieux, et pour une fois, on aurait eu un député qui aurait financé une étude sur la fouine. Ça aurait été intéressant. C'est la première partie. La deuxième chose que je voulais lui dire, du travail de la loi sur la biodiversité, j'ai eu la chance d'assister à une séance à l'Assemblée nationale, j'ai été invité, sur la loi biodiversité, un travail colossal mené par nos députés. Et le jour-là, il y avait, outre Ségolène Royal, il y avait 14 personnes dans l'hémicycle. Et je me demande si les députés, ce n'est pas une espèce en voie de disparition. D'accord, je ne sais pas si ça appelle une réponse. Non, ça n'appelle pas de réponse tellement ça me paraît étonnant, mais je voudrais dire simplement qu'on a créé l'Agence française pour la biodiversité, à laquelle l'ONCFS n'a pas voulu participer. Pourtant, on connaît le travail de l'ONCFS, qui reçoit 40 millions d'euros de la part de l'État français et de vous, contribuables, dont acte pour les études sur tel ou tel animal. Et 72 millions des chasseurs que vous vouliez prendre au passage. 40 millions de l'État, du contribuable normal. Donc voilà, c'est tout. Pour travailler sur toutes les espèces qui ne sont pas non chassables. C'est pour ça que ça avait été fait. C'est la proportion du travail qui a été fait en dehors de la chasse. Alors, vous commencez le débat, donc on peut le faire. Alors attendez. Le débat sur l'inclusion de l'ONCFS dans l'AFB, on va pas le faire là, pas aujourd'hui, il a déjà été fait, et en tout cas pour l'instant tranché. Alors, je ne sais pas qui a le micro, je ne vois pas. Oui, pardon. Une remarque finalement peut-être à tout le monde. Renaud Buem, en tant que citoyen quelconque, locuteur de la langue française, moi, je me félicite toujours dans notre société du progrès et des avancées sémantiques. Il n'y a plus de vieux, mais des personnes âgées. Il n'y a plus de chômeurs, mais des demandeurs d'emploi. Et il n'y a plus de nuisibles, puisqu'il y a des espèces susceptibles de provoquer des dégâts et des débats. Alors, comme je ne suis pas très intelligent, j'ai regardé dans mon dictionnaire. Nuisible, ça renvoyait à nuire, faire du tort, du mal à quelqu'un, causer un préjudice matériel et moral qui cause un dommage. Donc finalement, un nuisible, c'est un nuisible. On a juste développé la définition dans la loi, c'est ça que vous dites. Voilà, enfin, oui. Donc je ne vois pas l'intérêt d'euphémiser, alors qu'on a un mot qui... Mais peut-être Saussure disait, les mots n'ont aucun sens, ils n'ont qu'un usage. C'est peut-être ça, à notre époque, il n'y a plus de nuisibles, je m'en félicite, il y a des espèces susceptibles, peut-être qu'ils ont mauvais caractère. Voilà, enfin, je trouve ça complètement absurde. D'accord. Et que peut-être pour simplifier nos débats, un nuisible, c'est un nuisible, c'est tout, au sens du dictionnaire de la langue française. D'ailleurs, depuis ce matin, il s'est un peu vérifié qu'on a du mal à utiliser à chaque fois la périphrase, et que pour faire court, on dit nuisible. Alors, oui. Encore 2-3 interventions et puis on va clôturer, et je demanderai, je les en préviens parce que c'est un peu une vacherie, donc pour qu'ils se préparent, à chacun à la tribune de
terminer en répondant en une phrase à la question comment on vit avec les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Juste une phrase. Monsieur. Oui, Christian Lévesque. Bon, je disais ce matin que je regrettais de ne pas avoir plus de représentants du domaine de la santé. Or, la notion de dégâts n'a pas de sens en santé. Il y a quand même toute une démarche à l'heure actuelle de lutte contre les vecteurs de maladies qui mobilise beaucoup de gens, beaucoup d'argent, et qui, effectivement, est rendu nécessaire par le fait qu'il y a des maladies transmises par des espèces et donc par la diversité biologique. C'est un fait que les associations de protection de la nature refusent de voir. Parce que quand on parle de protéger les zones humides, on refuse obstinément de parler des maladies associées aux zones humides. Donc je tiens à dire clairement qu'il y a des espèces qui dérangent. On peut appeler ça nuisible, c'est une vue très anthropocentrique, mais dans le domaine de la santé, on doit, ou on ne doit pas, mais dans ce cas-là, il faut le dire très clairement, on doit laisser vivre toutes ces espèces qui amènent des maladies. Allez donc faire un tour en Afrique, passez quelques jours auprès d'une zone humide, et vous verrez le nombre de maladies dont les gens sont porteurs. Et ces espèces-là, on n'a pas très envie de vivre avec. Bon, alors ce que je veux dire par là, c'est que derrière cette notion anthropocentrée, on voit bien que derrière ça, il y a effectivement des cas différents, il y a des hiérarchies différentes. Soit il y a le domaine de la santé, soit il y a le domaine de l'agriculture, soit il y a des domaines beaucoup moins importants, on est dérangé par un certain nombre d'espèces, par les aoutas, etc. Il y a des hiérarchies. Il y a des hiérarchies, et quand on parle de hiérarchie, ça veut dire que quelque part, on apporte à l'existence humaine une certaine valeur. Parce que j'entends parler de l'homme qui détruit, de l'homme qui est une espèce nuisible. On l'a dit, hein, on l'a dit. Mais attendez, moi je suis un homme, et j'estime que l'humanité mérite mieux que ce type de discours. Hein. Okay. On est amené à défendre quand même l'humanité et notre position d'humain dans des domaines. Et je le répète qu'en France, on vit dans des systèmes artificialisés dans lesquels on maintient des espèces patrimoniales par le maintien d'activités patrimoniales et non pas par la laisser-faire de la nature. Merci. Voilà. On a bien entendu que dans ce débat entre vision naturo-centrée et vision anthropocentrée, vous avez clairement choisi camp. Ça s'appelle des opinions divergentes. Alors, on va... Ma question... Mais peut-être qu'on le féminise aussi, peut-être qu'il suffit de dire des bêtises, effectivement, et ça simplifie le débat. Ma question s'adresse à M. Morisot. Est-ce que la notion de nuisible existe aussi dans des pays de religion moins anthropocentrique, par exemple les pays de religion bouddhiste ? Eh bien, figurez-vous, j'ai un peu commencé une enquête ethnographique là-dessus, donc de relever des sources, donc plutôt on va dire d'anthropologie comparée. C'est très difficile de se prononcer maintenant, parce que j'ai pas du tout pu faire le tour, et puis il y a des gros problèmes de traduction. Mais il me semble assez clair que, je n'ai pas encore croisé pour l'instant de grandes catégories qui soient aussi clairement, vouées à qualifier un certain type d'espèce d'abord, et qui, en tant qu'elle serait nuisible à certaines activités humaines, mériterait strictement et nécessairement d'être détruite. Donc voilà, une catégorie sous une forme aussi générale et avec des implications aussi directes, ça me semble peu clair. Après, il faut vraiment voir, et l'état de la science n'est pas clair là-dessus. Par contre, juste un point là-dessus, ce qui me semble très intéressant, c'est que ce genre d'enquête révèle la dimension complètement ethnocentrique de ces classifications. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le loup, et alors sur le loup, il y a vraiment des cas fascinants. Le plus spectaculaire, je vous le dis en une phrase, c'est certaines cultures du Japon agricole, dont les moyens de subsistance reposaient essentiellement sur la riziculture, se retrouvent, on voit dans les textes, à formuler que le loup est un okami, c'est-à-dire un grand dieu, un dieu positif. Il y a une extraordinaire valorisation du loup dans ce genre de contexte. Et donc, en fait, pendant quelques temps, on se demande, mais c'est bizarre, jusqu'à ce qu'il apparaisse assez clairement que dans leur pratique, ils mettaient de la viande, par exemple, ou des appâts au milieu de leur riziculture pour faire venir les loups et pour les faire sortir des forêts et les attirer au plus près possible des activités humaines. Alors on se dit, il y a un problème dans cette histoire. En fait, assez vraisemblablement,
les loups étaient un allié des pratiques, de ces pratiques agricoles, puisqu'il n'y avait pas de pastoralisme qui pouvait produire des animaux attaqués, et que par contre les loups protégeaient les rizières contre les cervidés qui étaient susceptibles de les ruiner. Donc en fonction du type d'activité agricole, un animal qui est un nuisible absolu dans un cas devient un adjuvant, voire un dieu dans d'autres. Et là, ça nous force en fait à nouveau désessentialiser cette notion de nuisible. C'est pas du tout, pardonnez-moi, je pense que ce n'est pas du tout un problème d'euphémisme, parce qu'il y a des enjeux assez puissants dans les mots, surtout dans le droit. C'est pas, pardonnez-moi à vous que je vais l'apprendre. Le changement de l'usage des mots produit des effets pratiques qui sont assez nets. Lorsqu'on dit qu'une espèce est susceptible, ça veut dire que déjà on accepte la variabilité intrinsèque au vivant, le fait que c'est pas nécessaire qu'elle le fasse. Il n'y a pas de rapport direct, ça veut dire on ouvre de la marge de manœuvre, ça c'est pas du tout anodin comme usage du mot. Et ce phénomène, il est par exemple bien visible donc à nouveau dans cette très grande variabilité des rapports que les cultures entretiennent avec le même animal, qui est un allié absolu dans un cas, un ennemi dans un autre. Ça nous force à reposer la question de la responsabilité. Et notamment, le cas qui est le nôtre, le rapport entre le loup et le pastoralisme ovin, un certain type de pastoralisme ovin, il est très clair, le loup n'est pas un nuisible en soi à l'égard des ongulés ou des ovins en général. Les ovins sauvages se défendent très efficacement contre le loup. Mais il y a 6000 ans, la tradition pastorale a pris les mouflons sauvages qui étaient les ancêtres du loup, elle les a déplacés dans les plaines, elle les a privés de leur capacité de défense, de leur capacité de fuite, et ensuite, fatalement, elle en a fait des animaux qui sont devenus mangeables par le loup. Et secondairement, elle a théorisé cette idée suivant laquelle, comme maintenant les brebis sont en effet dépendantes et fragiles, nous avons un droit sacré à tuer le loup. Mais il y a et un devoir de les protéger. Et un devoir de les protéger. Il faut quand même pas oublier la première partie du raisonnement dans cette histoire. C'est ce qui était dit tout à l'heure sur la question, maintenant qu'on a commencé à artificialiser la nature, il faut continuer jusqu'au bout, on est coincé par ça. Et c'est la même chose que j'entends dans le cas du loup en disant, maintenant qu'on a rendu les brebis dépendantes et fragiles, on a le droit de tuer les loups, et sinon ils les mangent. Je pense qu'il faut vraiment pas oublier cette histoire longue, elle joue un rôle important et elle nous force à questionner nos responsabilités. Je dis pas qu'il faut laisser les loups faire, absolument pas. Mais je dis juste qu'on peut pas dire qu'on a un devoir sacré de les tuer parce qu'ils mangent nos brebis, dans la mesure où c'est nous qui avons fait des brebis qui sont extrêmement fragiles à l'égard de la prédation. Il faut assumer nos responsabilités historiques, même si elles reviennent à quelques siècles ou quelques millénaires. Ok. Alors, Baptiste, tu as la parole. Garde-la pour une phrase. Ah oui. Comment on vit avec les emmerdeurs? J'ai trouvé une phrase. Lisez mon livre. Non, je plaisante. Ça répond au loup, mais pas au reste. Parce que négocier avec le loup, quand on a lu, on comprend un peu ce que tu veux dire, mais négocier avec la Jussie, par exemple, ou avec... là, c'est quand même pas si évident. Non, c'est très difficile. Mais alors là, en une phrase, c'est vraiment un traquenard, parce que je sais pas comment je vais pouvoir faire. Je préfère laisser la parole à mes éminents collègues. Ça, c'est lâche. Ça, c'est la lâcheté du philosophe. Geneviève Gaillard. Non, mais alors, donne-moi 2 phrases, si tu veux, j'y vais. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué de répondre à une question comme ça en une phrase. Moi, je pense effectivement, il faut arrêter de considérer la nature d'une façon anthropocentrée. Bon, ça, c'est le premier point. Et donc, dépasser tout ça pour avancer. Mais plus précisément, je crois qu'on doit pouvoir développer des protections au cas par cas, de manière territorialisée, à condition, alors en agriculture, en matière de pêche, de chasse, etc., à condition de pouvoir intervenir dans un cadre bien précis qui pourrait être dicté par l'État. Sinon, on risque effectivement de voir disparaître encore plus d'espèces et de voir des abus et des excès encore plus importants. Donc voilà. Merci François Moutou. Alors ma phrase est la suivante. Je les regarde, je les écoute et je leur parle. Jean-Philippe. Comment font les espèces sauvages, nuisibles ou pas, pour vivre avec une espèce dominante, l'homme, qui n'a de cesse de les détruire? Benoît Chevron. La nature ordinaire est extraordinaire. Grâce ou à cause de l'homme, je vous laisse juge. Mais dans tous les cas, l'être humain y a sa place avec ses activités, ses différentes activités. Merci à tous. Merci pour la qualité de ces débats.